Loi à polémique, beaucoup de controverses autour de ce projet de loi qui porte sur la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales UPOV. Vous le savez très bien, la société civile a lancé une campagne contre l'adoption ou l'étude de cette loi à l'Assemblée nationale. La société civile est allée encore plus loin. Il y a sur ce plateau le docteur Brice Nagnon Sow, il est spécialiste des risques et catastrophes. Il a adressé à la Cour constitutionnelle un recours pour le retrait pur et simple de ce projet de loi de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que simplement, selon la société civile et surtout les défenseurs de la biodiversité, ça pose problème si le Bénin devrait donc adopter une loi pareille. Convoquée à la Cour constitutionnelle il y a 2 reprises, il s'est présenté pour des confrontations, mais la partie d'en face, le gouvernement, ne s'était pas fait représenter. Qu'en est-il exactement? Quel point peut-on faire de ces audiences à propos du recours contre la loi UPOV à la Cour constitutionnelle? Tous les détails à suivre sur l'instant décryptage ce matin d'Eden, auditeur de la 102.3 et téléspectateur de Eden Télévision. Docteur Nagnon Brice Sow, bonjour. Bonjour mon cher. Merci d'avoir donc accepté une fois encore notre invitation. Merci aussi, le plaisir est partagé. Alors, la loi UPOV. On va faire juste un rappel des faits, juste là. Pourquoi la société civile, les organisations de la société civile sont-elles autant contre l'adoption d'une telle loi au Bénin? Vous savez, depuis plus d'1 an, le gouvernement du Bénin, sans aucune concertation, sans aucune adhésion de la société civile paysanne, est allé transmettre au gouvernement du Bénin une demande d'autorisation au Parlement. Une demande d'autorisation de ratification de la Convention UPOV 91. Et là, il y avait 5 ministres du gouvernement, dont l'actuel président de la Cour constitutionnelle, Diogweno, et le chef de l'État, qui ont signé donc, ce décret de transmission à l'Assemblée nationale. La société civile paysanne était surprise qu'une telle transmission ait eu lieu sans aucune concertation des différents acteurs dont ils sont les groupes cibles et des différentes parties prenantes que sont les consommateurs, c'est-à-dire donc les populations. Et du coup, depuis plus d'1 an, la société civile a engagé une dynamique de recours contre et de dénonciation contre cette procédure d'adhésion à l'UPOV 91. Mais est-ce que ici, c'est simplement parce que la société civile, dont les organisations paysannes et autres, n'ont pas été associées à la chose, ou qu'est-ce qui effectivement explique alors le refus? Est-ce que c'est simplement à cause de la démarche ou il y a aussi d'autres problèmes de fond à propos de cette loi? Pour répondre à votre question, nous revenons sur le contexte de janvier 2018. Vous savez, le 1er janvier 2018, où tout le monde fêtait, nous étions au Parlement. Pour UPOV, il y était présent le ministre Gaston Dossoui, le président de la commission des plans, Jean-Michel Abimbola, avait présidé, et il y avait Djinoukou, la convergence globale et tous les militants présents. Et nous avons démontré aux différentes autorités, que ce soit donc de l'Assemblée et du gouvernement, que depuis l'arrivée du président Patrice Talon, on n'a pas renouvelé le moratoire sur les OGM et que nous remarquons la présence d'OGM cancérigènes dont les OGM de certaines multinationales en République du Bénin, alors que UPOV 91 autorise les organismes génétiquement modifiés. En fait, c'est quoi UPOV? UPOV, c'est une protection végétale. Et donc une protection végétale donc, au sein d'une convention qui sera adoptée. Et vous savez, la France qui a initié cette convention avant d'y adhérer est allée protéger toute sa diversité culturelle. Nous sommes surpris que l'on nous informe que c'est l'OAPI qui donne des injonctions au gouvernement du Bénin pour qu'on y adhère et que le Bénin soit le seul pays francophone d'Afrique à s'engager pour le moment dans cette dynamique-là. Et lorsque l'on revient à UPOV,
tout pays qui adhère à UPOV, difficilement tout pays qui adhère à UPOV pourra ressortir du POV. Et avant de rentrer dans UPOV, il faut se conformer strictement à tout ce qu'on a dans UPOV. En fait, qu'est-ce qu'on a dans UPOV? Voilà, c'est ça la question même, ce qui nous intéresse justement. Parce que il faut savoir les questions de fond pour comprendre mieux pourquoi aujourd'hui les organisations syndicales et les structures militantes pour l'environnement au Bénin sont contre, parce que quoi? On dit que ça pose problème par rapport à la biodiversité et autres. Alors, c'est quoi concrètement le fond de la question? UPOV 91 est rédigé dans un contexte où l'on protège les variétés, les innovations culturelles des pays du Nord. Et vous savez, on obtient une protection végétale de deux manières. On peut obtenir une protection végétale sur la base des organismes génétiquement modifiés. Donc, on modifie le patrimoine génétique de ces variétés. Ou bien, on peut changer donc, les qualités donc, de la variété en faisant des croisements. Vous voyez? Et donc, UPOV promeut indirectement les OGM. Ça veut dire que si le Bénin acceptait ou adoptait une loi pareille, c'est qu'on officialise. Nous sommes encore sous. C'est vrai que le moratoire a pris fin par rapport aux OGM et que dans notre pays, on sait qu'on n'a pas dit oui, on n'a pas dit non encore pour les OGM. Ça veut dire que si on acceptait une loi pareille, c'est qu'indirectement. Intelligemment et officiellement, on autorise l'importation des organismes génétiquement modifiés, même les plus redoutables. Et lorsque on est informé que c'est l'OAPI qui donne des injonctions au gouvernement du Bénin alors que nous sommes un pays indépendant, vous vous rendez compte que c'est des multinationales qui sont derrière cette dynamique-là. Et l'on connaît ces multinationales-là, dont les Monsanto, dont les Bayer. Et en ce moment même, il y a des projets de ces Bayer-là où l'on fait piquer des moustiques au Burkinabé pour fabriquer du vaccin contre le paludisme à l'instant où je vous parle là. Et si au Bénin, comme on sait que nous sommes tous intelligents, si on nous informe que les moustiques qui nous piquent sont des moustiques génétiquement modifiés, alors on risque de créer catastrophe. Il y a une situation de crise. Et lorsque vous faites recours à UPOV, UPOV en fait interdit à nos paysans de continuer à cultiver les variétés ancestrales de culture, c'est-à-dire que le maïs, le mil, le sorgho qu'on avait depuis nos ancêtres seront interdits de cultiver. Si jamais on ratifie UPOV et que nos paysans continuent de cultiver l'ancien mil, l'ancien sorgho, l'ancien maïs, l'ancien manioc, ainsi de suite, ils seront poursuivis et cautionnés. Mais pourquoi justement? Parce que là, est-ce que l'UPOV en ce moment-là, il y aura des brevets forcément sur ces types de cultures? Voilà, c'est là un peu la confusion. Lorsqu'on rentre dans UPOV, seulement les organismes protégés seront autorisés d'être cultivés. C'est aussi simple que ça. Et même nos variétés ancestrales ont le risque d'être brevetées par des multinationales qui vont s'y accaparer. Au même moment, il faudra savoir que les populations sont habituées à une certaine variété de culture ancestrale. On ne peut pas changer notre mode de vie alimentaire. Vous savez, Virginia Anderson et Abraham Maslow sont les grands défenseurs, les grands écrivains en matière des droits de l'homme. Et ils ont eu à démontrer depuis des siècles que l'un des droits fondamentaux de l'être humain, c'est le droit de se nourrir. Et aujourd'hui, moi, j'ai participé au réseau pour l'alimentation durable au Canada l'année dernière. J'ai participé au Parlement de développement durable pour la Wallonie en Belgique sur l'alimentation durable. C'est nous qui avons proposé l'interdiction du glyphosate en Wallonie. Lors de ce Parlement, c'est interdit depuis le 1er janvier 2019. Et vous savez, lorsque notre pays va s'engager dans l'UPOV, derrière UPOV, derrière ces organismes génétiquement modifiés, derrière ces innovations de variétés de culture, il y a encore des innovations en termes de pesticides. Parce que lorsqu'on parle d'agriculture, il y a les pesticides sélectifs. Par exemple, les herbicides sélectifs du maïs. Il ne faut que ça pour sélectionner donc les mauvaises herbes. Vous savez, qui sont des menaces qu'on appelle les adventices en termes techniques, qui sont des menaces pour ces cultures-là. Donc, derrière UPOV encore, il y a des menaces en termes de pesticides et en termes d'engrais sélectifs pour ces nouvelles variétés
auquel donc, nous allons adhérer. Du coup, nous sommes dans une situation de crise. Et lorsque vous faites recours, par exemple, à la Convention de Rotterdam, hein, lorsque vous faites recours à la Convention, aux différentes conventions, par exemple, la Convention internationale sur les armes bactériologiques et chimiques, vous allez vous rendre compte que nous sommes certainement menacés. Alors, justement, par rapport au regard de ces raisons évoquées, vous avez décidé, en plus des démarches déjà que la société civile a pu mener, les sit-ins au Parlement et autres, vous avez décidé d'aller plus loin, adresser un recours Bien sûr. à la Cour constitutionnelle. Nous avons adressé un recours parce que depuis quelques mois, nous nous sommes quand même rendus compte que après les différentes concertations de la convergence globale de Djinoukoum et autres, qui ont milité pour défendre la cause des consommateurs et des paysans, après, malgré le fait que le Bénin ait ratifié de récentes conventions sur le droit des paysans et que ce UPOF brime le droit de nos paysans et notre droit à l'alimentation, qu'on appelle encore un droit cosmopolite, vous savez, nous sommes obligés de rédiger ce recours dans un contexte où il y a quelques jours ou quelques semaines, cette même convention est revenue sur la table des députés alors que Jean-Michel Abimbola, le président de la commission des plans, savait très bien qu'au Parlement, c'était d'abord rejeté et qu'il fallait encore revenir avant de revenir sur le dossier avant de revenir en plénière. Heureusement que lui-même a affirmé que c'était le cas. Et il ajoute que ce fut une erreur administrative. Nous nous sommes dit que, comme c'est sur la base d'un décret que le gouvernement du Bénin a transmis cette demande d'autorisation de ratification, qu'il faudrait que ce même gouvernement, pour préserver notre sécurité alimentaire, pour préserver notre droit à l'alimentation, le droit des paysans, pour préserver toute notre diversité de cultures depuis nos ancêtres, nous nous sommes dit qu'il faut rédiger un recours pour réclamer donc une annulation de cette procédure afin qu'on soit dans un climat de confiance. Alors, c'est pour ça que vous avez adressé ce recours à la Cour constitutionnelle. Voilà. Et puis, 2 audiences ont été convoquées. Mais voilà, le gouvernement ne s'est pas fait représenter. D'abord, curieusement, c'est vrai, il est souvent chargé. Le président Diogbenou n'était pas présent. Mais vous savez, il avait aussi signé ce décret-là. C'est le président Diogbenou quand il était ministre, quand il fut ministre. Voilà. Nous ne sommes pas surpris de ce qui se passe actuellement. Et là, à la première audience, nous avons été informés en dernière minute que la présidence de la République a informé la Cour constitutionnelle que le mieux est qu'on reporte l'audience. L'audience a été reportée pour le mardi dernier. Nous sommes revenus encore le mardi dernier. On nous informe que le gouvernement du Bénin a donné des injonctions pour qu'on mette en pause tout recours à son encontre. On vous informe On nous informe, sans nous présenter une lettre administrative. On nous informe. Le président de l'audience, parce que le président Maître Diogbenou n'était pas présent, donc le président de l'audience à la Cour le mardi dernier nous informe que le gouvernement du Bénin a donné des injonctions pour qu'on mette en pause tout recours à son encontre. Et nous nous sommes dit qu'on n'est plus dans un état de droit. Nous supposons que nous, en tant qu'organisation de la société civile, on donnait ce genre d'injonction. Est-ce que la Cour constitutionnelle pourrait... Donc là, c'est que notre droit à l'alimentation est menacé. Le droit des paysans est menacé. Et du coup, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce même gouvernement fasse sortir un décret d'annulation du décret précédent pour qu'on soit en situation vraiment de confiance. Donc on retire carrément. On retire carrément et là, il y aura la paix. Mais tant qu'on ne retire pas, tant qu'on ne fasse pas sortir un décret, on se dit que notre droit à l'alimentation, le droit des paysans, toutes nos cultures, les cultures qui sont depuis des siècles avant que nous ne soyons nés, on va nous interdire de cultiver ça. C'est catastrophique. Et il y a encore ce qu'on appelle la protection végétale pour les pays du Sud. C'est différent du pauvre. Nous ne sommes pas contre la protection végétale, mais nous sommes contre UPOF 91. Qui en fait privilégie les variétés de culture et les innovations provenant des pays du Nord. Il y a ce qu'on appelle la protection végétale
pour les pays du Sud. Il y a des innovations. Moi, je suis un agrométéorologue, par exemple. Nous avons remarqué, lors de la réalisation du calendrier agricole en République du Bénin il y a 2 ans, nous avons remarqué 3 choses. Premièrement, nos terres sont dégradées. Nous avons réalisé un travail sur la matière. Nous avons remarqué qu'il y a un dérèglement du nombre de jours, la quantité de pluie disponible pour les cultures. Alors que nous sommes un pays à rectitude pluviale. Il y a ce problème-là. Nous avons remarqué qu'il y a le problème des adventices. Et du coup, parmi les recommandations en son temps, nous avons recommandé par exemple l'utilisation de variétés de cultures à cycle court, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas attendre 180 jours peut-être, mais peut-être à 90 jours avec la quantité de pluie possible. Mais ça, c'est des innovations. On peut protéger donc ces innovations-là d'une autre manière, c'est ça qu'on appelle la protection végétale pour les pays du Sud. Mais l'UPOV 91, c'est une protection végétale pour les lobbies. Donc, c'est un business. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs et auditeurs que nous avons mené les démarches nécessaires pour avoir ne serait-ce qu'un représentant du gouvernement en face pour ceux qui défendent, parce qu'il y en a qui défendent l'UPOV, mais qui ne s'affichent pas du tout. On a cette difficulté déjà ici quand on avait organisé le plateau avec M. Sagbo Patrice de Dinoukon. Et puis bon voilà, ce deuxième plateau aussi, on a tout fait pour avoir un représentant du CAN en face, ce qui est pratiquement pour le moment, on ne réussit pas parce que quoi, ceux-là qui défendent l'UPOV ne veulent pas s'afficher. Alors pourquoi ce comportement difficile à y répondre? Mais Dr Enayon Brissot, à l'étape actuelle de la situation, quelles sont les démarches maintenant à adopter, parce que vous militez pour qu'on retire purement simplement le dossier de l'Assemblée nationale pour que demain peut-être, ou qu'après demain, qu'une autre législature ou que notre député se lève et remettre en branle la procédure d'étude et d'adoption et tout. Voilà, à la Cour constitutionnelle, les injonctions que vous avez reçues, bien, qui ont été précisées. Il faut interdire tout recours contre la loi UPOV. Alors, quelles vont être maintenant les prochaines démarches pour obtenir gain de cause? Monsieur le journaliste, vous savez, nous sommes dans un contexte démocratique. Et dans tout contexte démocratique, lorsque l'injustice devient droit, la désobéissance devient liberté. Nous avons 3 propositions à la matière actuellement. D'abord, nous allons rendre le débat citoyen. Communication. Parce que nous, on estime qu'on est en situation de crise. Communication auprès de tous les paysans, une mobilisation nationale. Ensuite, notre pays a adhéré à la Charte africaine des droits de l'homme. Lorsque la Cour constitutionnelle ne peut plus jouer son rôle et reçoit des injonctions du gouvernement alors que notre droit à l'alimentation est menacé, le droit des paysans est menacé, nous allons faire recours au droit africain, à la Cour africaine des droits de l'homme. Et nous avons encore la Cour pénale internationale. Parce que vous savez, il y a 2 ans, lorsqu'on a jugé Monsanto pour crime écocide, c'était à la Haye, c'était à la Cour pénale internationale. Parce que lorsque le droit à l'alimentation est menacé, dans un contexte où le protocole de Nagoya, que notre pays a ratifié, institutionnalise notre droit d'accès libre aux ressources phytogénétiques. Lorsque le protocole de Cartagena sur la biosécurité, donc la sécurité du vivant, est ratifié par le Bénin et qu'on nous interdit indirectement d'avoir accès à ces ressources phytogénétiques sans avoir une concertation de la société civile, des consommateurs et de manière univoque, on veut vouloir nous interdire l'accès à nos cultures ancestrales, c'est clair que nous serons aujourd'hui engagés dans un contexte de juridiction internationale et dans une mobilisation citoyenne. Donc, actuellement, nous allons engager une dynamique de mobilisation internationale sur les réseaux sociaux, de mobilisation nationale des paysans et des différents acteurs. Donc, nous voulons mobiliser les jours à venir toutes les organisations non gouvernementales sur le domaine et engager en même temps donc une alerte. Une alerte parce que nous ne pouvons pas permettre à ce qu'on nous interdise d'avoir accès à nos cultures. Et donc, notre droit à l'alimentation est menacé.
Mais qu'est-ce qui justifierait alors, selon vous, hein, bien sûr, la position des cadres béninois et des hommes politiques, justement dans ce dossier un peu plus sensible et compliqué? Pourquoi alors, au regard de toute la gravité de ce que vous avez soulevé dans la loi UPOV et la façon dont cela eh bien, menace le droit à l'alimentation au Bénin et mais pourquoi les cadres s'engagent sur cette voie dans un pays pauvre comme le nôtre, où nous savons que il y a beaucoup d'activités basées sur l'agriculture qui fait partie des secteurs de développement économique dans notre pays. Mais pourquoi est-ce qu'en dessous il y a autre intérêt Vous savez, personne ne veut risquer son poste. C'est comme la fois dernière, j'ai négocié une émission sur la radio nationale. À la dernière minute, on me dit que le chargé juridique du ministère des Affaires étrangères aurait souhaité que moi je ne vienne pas. Et on m'a boycotté. Les gens ne veulent pas la vérité. S'ils le veulent, ils sont sûrs que cette convention est en conformité avec notre constitution, qu'ils viennent à un débat contradictoire. Moi, je suis prêt à venir à tout débat contradictoire sur ce sujet-là, s'ils sont prêts. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le président de la Cour constitutionnelle avait signé ce décret-là. Il ne peut pas permettre que, quand même, ensuite, le problème, c'est que le ministre de l'Agriculture... Non, mais il faut distinguer, c'était Maître Joseph Djobénou, ministre de la Justice, mais aujourd'hui, il est président de la Cour constitutionnelle, il est garant du bon respect des lois de la République, de la Constitution. Et si il y a un problème à propos d'un dossier, il doit pouvoir quand même trancher comme il faut. En tout cas, les 7 sages doivent pouvoir quand même trancher comme il faut. Monsieur le journaliste, avant-hier, lorsqu'on nous informe que le gouvernement donne des injonctions à la Cour constitutionnelle pour qu'on mette en pause tout recours à son encontre. Alors que... Ça, c'est vous qui le dites. Non, mais c'est une audience publique. C'est une audience publique. Ensuite, qu'on nous le dise, qu'on mette en pause ce recours-là. Mais c'est clair qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est clair que la Cour constitutionnelle n'est plus indépendante. Donc, et au même moment, c'est que le président Djobénou n'était pas présent pour les 2 audiences-là. C'est vrai qu'il serait occupé. Donc, du coup, c'est que c'est un dossier qui met en branle à la fois des représentants de la Cour constitutionnelle qui avaient signé et le gouvernement. Eux-mêmes, ils savent le fait que même ils ont boycotté 2 fois. Ils savent qu'ils ne peuvent pas venir tenir 5 minutes pour démontrer que c'est en conformité avec notre constitution. Le minimum serait quoi? Le minimum serait, avant de rédiger ce décret, d'avoir au moins une opinion, qu'on peut présenter aujourd'hui, une opinion des organisations paysannes. Oui, mais dans ces ministères, on a quand même des cabinets, on a des cadres techniques, on a des conseillers qui, avant qu'un dossier parvienne sur la table du ministre pour passer à la signature, validation et autres, il y a quand même des cadres, il y a tout un cabinet qui étudie quand même. Vous savez, même le ministre... propose et fait des observations. Même le ministre, c'est un semencier. C'est un grand semencier, le ministre Gaston Dossoui. C'est un grand semencier. Et le ministre même produit du bio. Il produit avec de l'engrais biologique. Eux-mêmes, ils savent de quoi on parle. Et en privé, ils le disent. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est un problème de lobby. C'est un problème de pression de multinationales sur notre souveraineté alimentaire. Mais pourquoi devrons-nous succomber à la pression de ces multinationales? Parce que ce n'est pas seulement dans le dossier UPOV, il y a beaucoup d'autres dossiers dans lesquels on parle de la pression des lobbies des multinationales. Pourquoi devrons-nous succomber à cela? Non, mais parce que la mobilisation citoyenne forte en la matière n'est pas encore de mise. Chacun joue presque à l'indifférence parce que la communication dans notre langue, pour les paysans, la plupart, beaucoup sont des analphabètes. Donc peut-être ils ne comprennent pas encore l'enjeu. Puisque lorsqu'ils vont se rendre compte les jours à venir que si on vote UPOV, on va leur interdire de cultiver leur ancien riz, leur ancien maïs, leur ancien sorgho. Et qu'avant chaque saison agricole, ils doivent payer de caution à des multinationales. Je suis sûr que même aux prochaines élections législatives, même si on votait, ils ne vont plus soutenir ce gouvernement. Parce que et même, ce pire, c'est que si vous n'avez pas un grand budget, lorsqu'on vote UPOV, vous ne pouvez plus faire de l'agriculture. Parce qu'il faut payer ces variétés-là à chaque saison. Voyez-vous, c'est ce qui se passe. Alors,
Alors, la suite maintenant de tout ça, vous l'avez précisé. Donc, je revenais à l'autre question. Alors, pourquoi succomber à la pression de ces multinationales? Pourquoi, malgré l'amadou de conseillers que nous avons au niveau des cabinets des ministres et les techniciens, les cadres compétents, parce qu'il y en a dans le pays, il y en a beaucoup dans le pays, il y en a beaucoup dans les ministères, pourquoi on n'a pas pu déceler ces failles et qu'aujourd'hui, puisque est-ce que le Bénin n'a pas cette possibilité de prendre la loi et de la modifier autrement? Pourquoi on est sur le point de l'adopter avec tous les dangers que ça représente? Vous savez, la société civile paysanne et les organisations paysannes, dont Djinoukou, mais ils ont formé beaucoup de cadres qui sont même dans le système. La dernière fois, il y a un qui a reconnu que c'est Djinoukou, il a un produit fini de Djinoukou. Mais le problème qui se pose, c'est un problème d'intérêt. Eux-mêmes, ils savent que c'est la vérité. Nous, on attend le premier qui va venir plancher pour nous démontrer que la procédure est en conformité avec notre constitution. Vous n'allez pas nous dire que les cadres ou les politiques auront intérêt quand même à pouvoir... Mais écoutez, les multinationales, c'est question de milliards. Mais si vous n'arrivez pas à résister face à l'argent, qu'est-ce que vous allez faire? Dites-le moi. Vous allez vendre vos valeurs si vous n'en avez pas. Vous allez vendre toute votre vie. Vous allez vendre même votre famille. Vous allez vendre même le droit des paysans. Il y aurait eu circulation de cela dans... Mais c'est clair. Je ne sais pas. Il y aurait eu... Imaginez-vous que le Bénin soit le seul pays francophone, après les recommandations de loi pays à vouloir le faire. Mais posez-vous la question de savoir, les autres pays sont des cons? Mais la situation est claire. Et on ne va même pas se concerter avec les paysans. Allez demander combien de paysans connaissent cette affaire-là. Non, c'est pourquoi on remercie les Djinoukou, la convergence globale, qui depuis M. Patrice Sagbo, tous ceux qui luttent en la matière. Mais les gens se sacrifient avec leurs moyens et leurs ressources pour démontrer que UPOV, lorsque vous rentrez dans UPOV, vous ne pouvez plus sortir. On vous interdit d'avoir accès à vos anciennes variétés de culture. On ne va que vendre les variétés génétiquement modifiées ou des variétés transformées. Et du coup, vous risquez même de payer cher vos anciennes variétés lorsqu'on va les breveter. Alors, et vous avez énuméré les actions de la mobilisation citoyenne. Il faut faire recours à la Cour africaine des droits, la Cour pénale et la Cour pénale. Et puis, avez-vous les moyens de parvenir à vos fins? Il y a toujours eu des moyens. Le meilleur des moyens, c'est la volonté. Et lorsque vous avez la volonté et vous êtes déterminé, alors vous allez y aboutir. Ne parlons pas de moyens pour le moment. Parce que c'est l'intérêt des populations qui est en jeu. Ce que nous allons manger qui est en jeu. Ici, il ne s'agit pas d'être mouvancier ou d'être politique ou d'être opposant. Ici, c'est ce que nous allons manger. Nous, les minants d'Ouor, c'est ça aujourd'hui. C'est le problème qui se pose. Donc, du coup, il y aura les moyens pour le faire. Très bien. Alors, mais aujourd'hui, avant de boucler, quel message vous avez alors à l'endroit de ces cadres et de ces politiques qui vous suivent aujourd'hui? Ils ont une conscience. Ils ont une famille, ils ont des parents, ils ont plusieurs générations à venir. Ils ont toute une communauté qui vit au Bénin, qu'ils savent une seule chose. Lorsque notre pays va adhérer à cette convention UPOV, l'alimentation sera chère. Nous allons consommer des OGM cancérigènes parce qu'on n'a pas renouvelé le moratoire sur les OGM. On n'a pas un système sanitaire adéquat pour gérer les catastrophes de cancer. Notre espérance de vie sera réduite. Et enfin, c'est que le coût de la vie sera cher. On va créer plus de famine. 1 million de Béninois subissent la famine chaque année au Bénin. Merci. Alors, on risque d'aller à 10 millions. Merci. Merci à vous, Dr Enagnon Brice Osso. Je rappelle, vous êtes spécialiste de risques et catastrophes. Nous allons vous revoir sur ce plateau pour parler des prévisions pour la saison des pluies 2019 et surtout comment renforcer déjà le système d'alerte et de prévention contre les inondations pour ne pas continuer à chanter les mêmes rengaines chaque année, inondation, on crie partout, mais on revit encore les mêmes phénomènes de
tous les ans et ça ne change jamais. Nous allons donc vous revoir certainement sur ce plateau la semaine prochaine pour en parler. C'était donc le décryptage sur Diaspora FM et Matin et Eden Télévision. Recours contre la loi UPOV, que retenir des audiences à la Cour. On retient simplement que le dossier reste encore en suspens au niveau de la Cour, puisque le docteur Brice Sou l'a affirmé il y a un instant sur ce plateau. Il y aurait eu des interdictions quant à ce qui est des recours contre la loi UPOV. Les inquiétudes de la société civile restent encore. Il faut simplement retirer pour ramener la quiétude, parce que l'UPOV, selon les acteurs de la société civile représentent un grand danger pour la biodiversité, pour le droit à l'alimentation. Sur ce plateau, vous avez suivi l'invité qui a apporté beaucoup de précisions et qui a argumenté. Qu'est-ce qui va se passer alors? Attendons de voir. Wait and see. Merci à toutes et à tous. C'était le décryptage.